Fedel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, les raids d'agression sionistes s'intensifient au sud de la bande de Gaza. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés après avoir été ciblés par un drone dans le gouvernorat de Rafah. Les conditions de vie dans l'enclave palestinienne de plus en plus difficiles après la décision sioniste de bloquer l'entrée des aides humanitaires au début du mois de Ramadan. Les Palestiniens peinent à survivre et un ultimatum de 4 jours a été émis par les Houthis à l'occupation sioniste pour libérer les accès des aides au risque de reprendre les opérations en mer. Reconstruire l'enclave palestinienne sans déplacer ses habitants, le plan arabe pour la reconstruction de la bande de Gaza validé par la Ligue arabe lors d'un sommet au Caire, l'Algérie a réaffirmé à son tour son engagement pour la cause palestinienne. Et après 13 ans de suspension, la Syrie réintègre une nouvelle fois l'organisation de coopération islamique. On en parlera justement dans ce journal. Et enfin, crise en Libye, la mission des Nations Unies pour le pays en visite a souligné la nécessité d'unifier les institutions en renforçant la gouvernance locale. Bonsoir à toutes et à tous. Les raids d'agression sioniste s'intensifient depuis hier au sud de la bande de Gaza. Ce samedi, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés après avoir été ciblés par un drone sioniste dans le gouvernorat de Rafah. Selon l'agence de presse palestinienne, les dépouilles des victimes ont été transportées à l'hôpital européen de Khan Younes. Et malgré l'entrée en vigueur d'un accord de trêve à Gaza en janvier dernier, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Il est passé ce samedi à 48 453 martyrs et 111 860 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon le ministère palestinien de la Santé, les corps de 7 martyrs et 8 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures, ajoutant que plusieurs autres victimes se trouvaient encore sous les décombres. Et les conditions de vie dans l'enclave deviennent de plus en plus difficiles, en particulier après la décision sioniste de bloquer l'entrée des aides humanitaires au début du mois de Ramadan. Un retour à la case départ pour les familles de Gaza qui, en plus d'avoir perdu leur foyer, doivent se battre pour subvenir à leurs besoins les plus primaires. Les nutriments essentiels pour les enfants comme le lait naturel et le lait en poudre s'épuisent. Je ne sais pas où en trouver davantage. Nous sommes confrontés à 2 crises. En plus du siège, de la guerre et de la destruction, il y a aussi le manque de nourriture et d'eau potable. Maintenant, les postes frontières sont à nouveau fermés. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'autre. La fermeture des postes frontières affecte également le système de santé, nous empêchant de fournir des médicaments et des consommables médicaux aux blessés et aux malades, en particulier ceux qui souffrent de maladies chroniques. Nous ne pouvons même pas fournir de repas aux patients hospitalisés. De plus, le système d'approvisionnement en eau de notre ville a également été fortement affecté car les puits de pompage pour l'eau domestique et les usines de dessalement des installations publiques ont besoin de carburant provenant de l'extérieur. Et dans ce contexte d'escalade, l'axe de la résistance est déterminé à agir. Le leader du mouvement Houthi au Yémen a annoncé avoir donné aux médiateurs des négociations liées à la bande de Gaza un délai de 4 jours, confirmant la reprise des opérations navales contre l'occupation sioniste si elle continue d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Dans un discours prononcé vendredi, Abdelmalek el-Houthi a souligné que le mouvement ne se contentera pas de faire des déclarations.
نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. Nous annonçons au monde entier que nous allons accorder un délai de grâce de 4 jours. Ce délai de grâce est destiné aux efforts des médiateurs. Si après ce délai de 4 jours, l'ennemi israélien persiste à empêcher l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza et continue de fermer les points de passage et à empêcher l'entrée de nourriture et de médicaments dans la bande, nous reprendrons nos opérations navales contre l'ennemi israélien. Et alors que le mois sacré de Ramadan se poursuit, les familles palestiniennes s'accrochent à la foi et à la résilience. Sans cuisine ni salle à manger adéquate, les Palestiniens de Gaza se rassemblent au milieu des ruines et des débris pour rompre le jeûne avec le peu de moyens qu'ils puissent trouver. Ici, les gens cherchent parmi des décombres des morceaux de bois pour allumer un feu et cuisiner. Ils cherchent des lits et des tables cassées. C'était la maison de mon frère Amjad. Celle-ci était celle de notre voisin Abu Ahmed. Celle-ci était celle d'Abu Majdi. Et celle-là était celle de mon cousin. Toute cette zone était notre quartier, mais les forces israéliennes l'ont réduit en ruine. Au milieu de ces rochers, nous étendons notre ligne. Et ici, au milieu des décombres, nous rompons notre jeûne. Mais nous sommes déterminés à rester sur cette terre parce qu'elle est la nôtre. Et après plus de 15 mois de génocide, les habitants de Gaza tentent tout de même de retrouver leurs repères au milieu des décombres. Et le mois sacré du Ramadan vient justement les rassembler. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces fidèles qui se retrouvent chaque jour pour prier dans ce qu'il reste de la mosquée Imam Shafi'i. Amalam Setsitouni. C'est dans l'enceinte en béton brisé de la mosquée Imam Shafi'i de la ville de Gaza, fortement endommagée par les bombardements sionistes, que les Palestiniens se sont rassemblés pour les premières prières en groupe en ce mois sacré. Fadi Al-Rafati, l'un des fidèles qui a assisté aux prières dans cette mosquée endommagée, est heureux, mais en même temps préoccupé par les conditions dans lesquelles il se retrouve à faire la prière, lui et les autres fidèles. Je suis heureux de retourner à la mosquée, mais aujourd'hui les mosquées sont détruites et ne sont pas adaptées à la prière. Comme vous pouvez le voir, les conséquences des bombardements avec des missiles et des obus sont très visibles et avec la pluie qui tombe, les gens sont mouillés. Malgré les conditions météorologiques défavorables et malgré l'état délabré de la mosquée, ces fidèles palestiniens ont relevé le défi et ont fait leur prière en groupe en ce Ramadan, dans ce lieu religieux que l'occupant sioniste voulait réduire en cendres. J'ai été surpris par le nombre de fidèles qui sont venus à la mosquée, qui était remplie et pleine malgré la pluie qui tombait et en dépit des conditions défavorables. Lors du Ramadan dernier, le génocide sioniste faisait rage sur Gaza. Cette fois, un cessez-le-feu fragile est en place depuis la mi-janvier, même si son avenir est incertain. Depuis dimanche, l'entité sioniste interdit l'entrée de nourriture, de carburant, de médicaments et d'autres fournitures à Gaza pour 2 millions de personnes, exigeant du Hamas qu'il accepte un accord révisé. En absence d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, les Palestiniens ont du mal à se procurer de la nourriture pour rompre leur jeûne avec un repas convenable en ce mois du Ramadan. Une mesure que les groupes de défense des droits de l'homme et de la communauté internationale ont dénoncée comme une tactique de famine. La communauté internationale a dénoncé le recours par l'occupant sioniste à la famine comme une arme contre les Palestiniens. Et on
On en parlait tout à l'heure en titre, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique réunis à Jeddah en Arabie Saoudite pour discuter du plan approuvé par la Ligue arabe concernant Gaza ont fini par approuver le dit plan arabe pour la reconstruction de la bande. Cette initiative garantirait aux 2 millions de Gazaouis de rester dans l'enclave, contrairement à la proposition de Donald Trump qui envisageait leur relocalisation en Égypte et en Jordanie. Sohila Kilal. Reconstruire l'enclave palestinienne sans déplacer ses habitants. Le plan arabe pour la reconstruction de la bande de Gaza, validé par la Ligue arabe lors d'un sommet au Caire, a été adopté par les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Ce plan permettrait aux quelques 2,4 millions de Palestiniens vivant à Gaza de rester sur leur territoire. Le plan pour la reconstruction de la bande de Gaza représente un montant de 53 milliards de dollars sur 5 ans, une estimation équivalente à celle de l'ONU pour reconstruire l'enclave palestinienne. Le plan pour la reconstruction de la bande de Gaza a été formulé de manière à tenir compte de l'ampleur des destructions et de la nécessité urgente de porter secours à la population de l'enclave. En gros, le plan comprend l'enlèvement de 50 millions de tonnes de décombres, l'élimination des munitions non explosées, la fourniture d'unités de logement temporaires, la construction d'un total de 460 000 unités de logement permanent et la restauration des services de base, des réseaux et des utilités publiques. L'adoption du plan arabe pour la reconstruction de la bande de Gaza vient en réponse à celui du président américain Donald Trump, qui avait provoqué un tollé international en proposant de déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie pour faire de l'enclave palestinienne la Riviera du Moyen-Orient. Et l'Algérie qui a d'ailleurs réaffirmé son engagement pour la cause palestinienne lors de la réunion de l'OCI à Jeddah. Le pays, représenté par le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a appelé à ne ménager aucun effort pour défendre la cause palestinienne, soulignant les efforts diplomatiques incessants déployés par Alger, notamment depuis son accès à la qualité de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce sillage, Sofiane Chaïb a plaidé pour une position islamique unifiée, rejetant catégoriquement les appels visant à déporter le peuple palestinien. Et ce samedi 8 mars marque la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, Salama Marouf, chef du bureau des médias du gouvernement à Gaza, a présenté des statistiques sur la condition des femmes palestiniennes durant les 15 derniers mois. Le génocide aurait coûté la vie à 12 316 femmes et celles qui ont été épargnées par la mort vivent actuellement dans des conditions humanitaires catastrophiques. D'autres chiffres qui font froid dans le dos ont été dévoilés par Salama Marouf. Selon elle, 13 901 femmes sont devenues veuves, 17 000 mères ont été endeuillées par la perte de leurs enfants, 50 000 femmes enceintes ont accouché dans des conditions difficiles, 162 000 femmes ont été touchées par des maladies infectieuses, 2 000 femmes et filles sont aujourd'hui handicapées ou amputées, et enfin, des dizaines de femmes ont été arrêtées et torturées dans des centres de détention sionistes. Les femmes palestiniennes font donc face à un déferlement continu et systématique de violences commises par l'occupant sioniste. Selon l'agence de presse palestinienne, au moins 21 femmes incarcérées dans les geôles sionistes subissent des formes extrêmes de torture, de persécution et de violences physiques et psychologiques. Et lors d'un événement organisé à cette occasion par les Nations Unies, le chef de l'organisation Antonio Guterres a déclaré que les droits des femmes sont de plus en plus menacés, soulignant que l'humanité assiste aujourd'hui à un inversement des progrès réalisés par les générations précédentes. On écoute. Toutes les 10 minutes, une femme est tuée par son partenaire ou un membre de sa famille. 612 millions de femmes et de filles vivent dans l'ombre de conflits armés où leurs droits sont trop souvent considérés comme négligeables. Moins des 2/3 des femmes dans le monde participent au marché du travail. Et celles qui le font gagnent bien moins que les hommes. À ce rythme, il faudra 130 ans pour éradiquer l'extrême pauvreté chez les femmes et les filles. Et comme nous le constatons aux 4 coins du monde, de recul en recul, les droits des femmes sont menacés.
to roll back women's rights are under attack. Au Liban, des avions de guerre sionistes ont perpétré plus de 20 frappes aériennes ciblant plusieurs régions du sud du pays vendredi soir, selon l'agence de presse libanaise qui n'a pour l'heure donné aucune précision sur d'éventuelles victimes. L'attaque aérienne a ciblé plusieurs vallées dans la périphérie des districts de Taïr, Nabatiya, Sidon et Jezin. L'Organisation de la coopération islamique a annoncé que la Syrie avait retrouvé son statut de membre de l'organisation après près de 13 ans de suspension. L'OCI a fait cette annonce sur les réseaux sociaux à la veille de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères en Arabie Saoudite. À cette occasion, les participants à la réunion ont exhorté le secrétaire général de l'organisation à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de cette décision et à présenter un rapport y afférent lors de la prochaine session du Conseil. La mission des Nations Unies en Libye a souligné la nécessité d'unifier les institutions du pays en renforçant la gouvernance locale. Lors d'une réunion entre la représentante spéciale Anna Tété chargée de l'engagement de la MANUL en Libye et le ministre des collectivités locales Badreddine Toumi, les deux parties ont discuté des défis de la décentralisation à la lumière de la situation politique actuelle et de l'instauration d'une gouvernance démocratique plus forte qui assure un accès équitable aux services pour tous les Libyens. La guerre au Soudan approcherait bientôt à sa fin. Le ministre soudanais de la Défense, Yassine Ibrahim, a confirmé que l'armée a parcouru un long chemin dans sa guerre pour éliminer les forces de soutien rapide dont les résultats apparaîtront dans un avenir proche, rétablissant ainsi sa sécurité et sa stabilité. Le ministre, dans une interview donnée à la télévision soudanaise, a ajouté que son pays est confronté à un conflit qui a été commandité et planifié de l'extérieur et que les FSR jouent le rôle de l'acteur principal dans ce dernier. Et sur le terrain, l'armée contrôle désormais la majeure partie de la capitale Khartoum, tandis que de violents combats se déroulent autour du palais présidentiel et de l'aéroport international, toujours sous le contrôle des forces de soutien rapide. Les médias des forces soudanaises Al-Fashar, capitale de l'État du Nord Darfour, ont rapporté que les véhicules blindés de la 6e division d'infanterie ont mené une opération qualitative qui, selon eux, a infligé des pertes importantes en vies humaines et en matériel au FSR. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti qu'environ 3 millions de personnes dans la région du Sahel seront confrontées à une grave faim d'ici juillet prochain. Alors que le manque de financement oblige le programme à suspendre l'aide alimentaire aux personnes touchées par les crises dans la région. Le PAM a par ailleurs ajouté dans un communiqué avoir besoin de toute urgence de 620 millions de dollars pour assurer un soutien continu au cours des 6 prochains mois. Allez, on passe au reste de l'actualité avec les récents développements dans le conflit en Ukraine. Une frappe russe sur la ville de Dobropilia dans la région de Donetsk a fait au moins 11 morts et une trentaine de blessés. Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, la frappe aurait touché 8 immeubles résidentiels. De son côté, Moscou a revendiqué ce samedi la reprise de 3 villages dans sa région de Koursk face aux troupes ukrainiennes qui s'y trouvent en difficulté. Selon le ministère russe de la Défense, l'armée a déjà repris plus de 2 tiers des territoires initialement conquis par Kiev dans la région de Koursk. En Grèce, le gouvernement de centre-droit a survécu vendredi à un vote de défiance concernant la pire catastrophe ferroviaire du pays. Les députés de centre-gauche et de gauche ont présenté mercredi dernier une motion déclarant que le gouvernement avait perdu son mandat populaire une semaine après que des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer justice pour les 57 victimes de l'accident. L'opposition qui accuse d'ailleurs le gouvernement du Premier ministre de se soustraire à ses responsabilités et d'avoir dissimulé des preuves qui auraient pu aider à faire la lumière sur les causes de la catastrophe.
Aucun citoyen grec ne vous pardonnera votre comportement inacceptable, votre attaque contre les citoyens qui sont descendus sur les places, mais surtout contre les familles des victimes. Chaque jour, nous avons de nouvelles découvertes qui nous amènent à une conclusion. Cette nuit-là, le visage macabre d'un État incompétent et inefficace a été dévoilé. Si nous voulons construire des relations de confiance entre la société grecque et le système politique, nous ne devons pas donner l'impression que le système politique, par l'intermédiaire de la majorité parlementaire, a la capacité de protéger les hommes politiques qui viennent de la famille de la majorité concernée. Des affrontements ont d'ailleurs eu lieu entre les manifestants et la police à Athènes lors d'une grande manifestation organisée vendredi pour marquer le 2e anniversaire de la pire tragédie ferroviaire du pays. Des pierres et des cocktails Molotov ont été jetés sur les forces anti-émeutes qui ont répandu en lançant des gaz lacrymogènes. La Corée du Nord a dévoilé ce samedi pour la première fois les images d'un sous-marin à propulsion nucléaire en construction, un système d'armes qui peut constituer une menace majeure pour la sécurité de la Corée du Sud et des États-Unis. De l'autre côté de la frontière, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été remis en liberté ce samedi après l'annulation par un tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure. Le chef d'État a fait néanmoins toujours l'objet d'une enquête sur sa déclaration de la loi martiale. L'économiste et ancien directeur de la Banque centrale d'Haïti, Fritz-Alphonse Jean, a pris vendredi la présidence tournante du Conseil présidentiel de transition, occupant le poste de chef de l'exécutif le plus élevé d'un pays aux prises avec un conflit dévastateur avec des gangs armés. Notre pays est en guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, notre pays est en guerre. Il est impératif de s'unir pour gagner cette bataille. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité de rectifier le budget de guerre afin d'orienter les dépenses vers les défis qui nous attendent. La sécurité est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous devons assurer l'adéquation entre les dépenses, les défis et les actions que nous menons pour obtenir des résultats concrets. La tempête Alfred continue de frapper l'Australie où une partie des côtes a été balayée par des vents. Alors que près de 300 000 foyers ont été privés d'électricité, le cyclone commence à s'affaiblir. Les prévisionnistes météorologiques affirment que Brisbane devrait donc éviter le pire. Direction l'Égypte à présent, où le 7e jour du Ramadan de chaque année est une date chère à tous les fidèles de la mosquée d'Al-Azhar. Cette année, des musulmans de nationalités différentes se sont rassemblés dans la cour de cette mythique mosquée au Caire pour prier avant de rompre le jeûne et de marquer ainsi le 1085e anniversaire de la fondation de cet édifice religieux. Maria Chouliard. Symbole de savoir et de spiritualité depuis plus de 1000 ans, la mosquée Al-Azhar en Égypte célèbre cette année son 1085e anniversaire. Un événement marquant, illustré par un iftar géant réunissant des milliers de personnes sous son toit historique. À partir des premières heures de l'après-midi, les bénévoles se sont activés pour aménager la cour de la mosquée afin qu'elle soit prête à recevoir ses convives pour le iftar. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous célébrons depuis Al-Azhar al-Sharif le 185e anniversaire de sa fondation. Plus de 60 000 étudiants issus de près de 120 à 130 nationalités étudient Al-Azhar. À l'approche de la prière du Maghreb, la cour de ce centre spirituel et intellectuel était déjà pleine à craquer. Al-Azhar, l'un des plus prestigieux centres de savoir islamique au monde, accueille chaque année plus de 6000 étudiants provenant de plus de 120 nationalités pour y recevoir leur formation.
Nous avons débuté le premier iftar du Ramadan avec 3000 étudiants, puis le nombre est passé à 4000. Aujourd'hui, nous accueillons 5500 étudiants de différentes nationalités. Le 1085e anniversaire d'Al-Azhar est bien plus qu'une simple célébration de son passé. C'est un hommage à sa mission toujours vivante. À travers ce repas, cette mosquée historique continue d'envoyer un message de paix, d'unité et de compassion entre musulmans. Un message qui résonne bien au-delà des murs de la mosquée. L'atmosphère Al-Azhar aujourd'hui est merveilleuse. Regardez autour de vous. Des étudiants de différentes nationalités se sont rassemblés pour le iftar. Al-Azhar nous a honorés en préparant ce grand repas, envoyant ainsi un message d'unité et de compassion entre musulmans. Je viens à Al-Azhar pour l'iftar au moins 4 fois par semaine. Mais aujourd'hui, j'étais vraiment heureux de voir ce qui se passe à la mosquée. Il y a tellement de monde. C'est ainsi qu'Al-Azhar, phare de lumière, symbole d'unité, centre de savoir et de tolérance, célèbre son 1085e anniversaire autour d'un iftar géant entouré de ses étudiants venus des 4 coins du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al24 News. À demain.